Cette vidéo date de 2020. C'est une vidéo qui a été réalisée avec la journaliste Denise Epoté, pour le compte de TV5. Et voici ce qui était dit par Chaka Dian. On écoute ensemble et après je vais commenter. Très souvent, les problèmes de paix et de sécurité sont des problèmes sociaux ou des problèmes économiques qui trouvent leur traduction dans la violence. Et à la fin, il faut aller à la cause, la racine du mal, qui est souvent l'insuffisance des moyens, l'insuffisance d'opportunités, l'insuffisance d'éducation, en particulier des femmes, parce que la démographie reste au cœur de ces questions-là, et permettre aux femmes africaines de maîtriser leur fécondité, de choisir combien la taille de leur famille est un combat, moi, que je mène depuis des années et que je ne cesserai jamais de mener, parce que une mère qui a une fécondité maîtrisée aura des enfants en bonne santé, les données là-dessus sont incontestables, et qui auront des perspectives dans la vie meilleures et qui éviteront ces phénomènes de violence qu'on connaît, qui sont souvent aussi alimentés par le chômage. Parce que si vous avez une masse de jeunes gens qui sont sans perspective et qui n'ont pas de quoi s'occuper, qui n'ont pas d'espoir, il est facile à des politiciens sans principe de les faire basculer dans la violence avec quelques billets. Tout le monde a vu les scènes sur Internet de billets distribués. Ok. Et donc tout le monde a entendu. Tout le monde sait que c'est Chaka Dian qui parle. Je vais expliquer. Et puis après maintenant, le langage caché derrière ce qu'il explique là, je vais expliquer ça aussi. Donc on écoute. Très souvent, les problèmes de paix et de sécurité sont des problèmes sociaux ou des problèmes économiques qui trouvent leur traduction dans la violence. Et à la fin, il faut aller à la coupe. Il dit très souvent, les problèmes sociaux et les problèmes économiques de notre société. Ça veut dire, quand les choses vont mal dans une société, ou bien quand il y a des crises économiques dans un pays ou même dans une population, la réponse que les gens utilisent en général, c'est la violence. La cause, la racine du mal, qui est souvent l'insuffisance des moyens, l'insuffisance d'opportunités, l'insuffisance d'éducation. Il dit, mais ce qui fait que les gens tombent dans la violence, c'est parce que les gens n'ont pas de moyens financiers. C'est parce que les gens ne sont pas éduqués. C'est ça qui fait que les gens tombent dans la violence. Là, comme ça, quand ils vont être violents, ils vont tuer les autres. Et puis maintenant, ils vont avoir accès aux ressources économiques ou bien à la stabilité sociale qui est recherchée. En particulier des femmes, parce que la démographie reste au cœur de ces questions-là. Mais il dit, ce qui aussi fait que la violence devient un moyen où l'autre se dit, si aujourd'hui je n'ai pas accès aux richesses ou bien aux biens de la société, il faut que je tue l'autre là. Il dit, la démographie demeure un élément au cœur de la question. En français simple, il y a trop d'hommes. Il y a trop de personnes humaines. Quand il y a trop d'hommes, c'est ça qui crée les problèmes. En français simple. Et permettre aux femmes africaines de maîtriser leur fécondité, de choisir combien... Et donc, il faut permettre aux femmes africaines de maîtriser leur fécondité. Est-ce que la fécondité, là, c'est un facteur mécanique, humain, ou bien est-ce que c'est un facteur naturel? C'est là maintenant que vous allez comprendre l'idée qui est cachée derrière Chaka Dian. Il nous parle de l'eugénisme. Et je vais bien vous expliquer ça après. On continue. La taille de leur famille est un combat, moi, que je mène depuis des années et que je ne cesserai jamais de mener, parce que une mère qui a une fécondité maîtrisée aura des enfants en bonne santé. Les données là-dessus sont incontestables. Parce que ce qui trompe beaucoup de personnes, entre limiter les naissances, ou même gérer les naissances, ou même réguler les naissances, c'est quelque chose qui est complètement différent de gérer la fécondité. La fécondité, là,
Ça veut dire, par exemple, il y a des femmes fécondes, comme il y a des hommes féconds. C'est ce facteur-là, naturel-là, qu'il faut désorganiser. Ça, c'est encore plus grave même que l'idée. Non, une femme peut décider, non, moi j'aurai 3 enfants. Il n'y a pas de problème. C'est un choix individuel de limiter les naissances ou même de réguler les naissances. Mais quand une femme dit, je veux modifier ma fécondité, je ne sais pas si les gens comprennent, ça veut dire, je veux changer le fonctionnement biologique de mon corps. Si vous comprenez tout ça très bien, ce qu'il ne dit pas clairement là, c'est ce qu'on appelle l'eugénisme. Et je vais expliquer. On continue. Et qui auront des perspectives dans la vie meilleures et qui éviteront ces phénomènes de... Parce que une fois qu'on arrive à changer les fonctions biologiques de la fécondité, on va produire les êtres humains par sélection. Et donc, ce sont les êtres de meilleure qualité qui seront là. Et comme eux, les Chakadjans se sont mis à la place des dieux, maintenant, ces êtres qui vont naître là, eux, ils auront une meilleure condition de vie selon eux leurs calculs. On continue. De violence qu'on connaît, qui sont souvent aussi alimentés par le chômage. Parce que si vous avez une masse de jeunes gens qui sont sans perspective et qui n'ont pas de quoi s'occuper, qui n'ont pas d'espoir, il est facile à des politiciens sans principe de les faire basculer dans la violence avec quelques billets. Tout le monde a vu les scènes sur Internet de billets distribués. Et il dit, si on fait trop de naissances avec des personnes qui n'ont pas de but dans la vie, c'est comme si on a créé des êtres humains dans le vide. Ceux-là, on peut les manipuler comme des animaux. Comme de la manière Laurent Gbagbo est en train de manipuler des jeunes inconscients pour les jeter dans la rue. Et il va plus loin dans la vidéo pour dire que vraiment lui il croit en ça. Je vais rejouer la vidéo. Souvent, les problèmes de paix de ces questions-là et permettre aux femmes africaines de maîtriser leur fécondité, de choisir combien la taille de leur famille est un combat, moi, que je mène depuis des années et que je ne cesserai jamais de mener. C'est un combat que je mène depuis des années et que je ne cesserai jamais de mener. Aujourd'hui, c'est sur l'Afrique qu'il est arrivé. Et il va mener ce combat-là. Et la Côte d'Ivoire va lui servir d'échantillon. Il va modifier l'horloge de la fécondation à partir des données de l'eugénisme. Et chers parents, vous avez tous attendu. Est-ce que les explications que j'ai données là, s'il vous plaît, soyez honnêtes avec moi. Si j'ai transformé ce que le monsieur a dit, s'il vous plaît, dites-moi avant qu'on évolue. Ceux qui comprennent français, ce que le monsieur a dit là, est-ce que j'ai mal traduit sa pensée ou bien est-ce que j'ai bien traduit sa pensée? Maintenant, selon la réponse que vous allez donner, je vais maintenant vous expliquer le fond de ce qu'il a dit. Chakadjan est à la solde de la mafia internationale. C'est pourquoi Chakadjan a fait des crimes économiques à la banque suisse. Il a dilapidé des économies aux États-Unis. Il a créé des sociétés écrans pour mettre l'argent des Chinois dans le vide. Mais il n'a jamais rien eu. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question de savoir comment un homme peut faire tous ces crimes qu'on cite et puis il n'y a jamais rien qui lui soit arrivé? Pourquoi? La réponse est simple. Simplement, Chakadjan a des réseaux de grand banditisme à l'international. C'est ce qu'on appelle le crime organisé, le crime à col blanc. Et ce n'est un secret pour personne sauf ceux qui veulent se blaguer. Et donc là, ces personnes se permettent tout. Et ils ont la protection de certaines nébuleuses internationales. Et c'est pourquoi vous les voyez, ils sont bien sélectionnés. Ces personnes-là sont très bien sélectionnées. Et il y a des cabinets comme le cabinet McKinsey, où ce monsieur-là a travaillé là.
C'est de cette même façon-là qu'ils ont sélectionné Emmanuel Macron que vous voyez là. Aujourd'hui, c'est la même stratégie qu'ils sont en train de placer. Puisqu'ils évoluent par groupe d'intérêt et de groupe d'amis. Aujourd'hui, là, avec toute l'embellie et tout ce que la Côte d'Ivoire vaut aujourd'hui sur la scène internationale, ils ont décidé de lancer leur pion, comme ce qu'ils ont fait pour amener Emmanuel Macron au pouvoir. Dès 2015 et ensuite toujours en 2016, j'ai fait partie d'une équipe où il y avait des membres de McKinsey qui préparaient la campagne de Emmanuel Macron. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Et surtout, personne ne connaissait alors les liens entre Emmanuel Macron et certains consultants de McKinsey. Vive la France! En coulisses, certains consultants vont servir les ambitions présidentielles d'Emmanuel Macron. Nous avons retrouvé un membre de cette équipe. Il accepte de nous parler, à condition de rester anonyme. Depuis le début, j'ai toujours eu quand même des questionnements sur l'éthique des relations entre McKinsey et la campagne d'Emmanuel Macron. Et j'avais jamais vraiment eu l'opportunité de pouvoir témoigner sur ce sujet. Nous sommes le 15 octobre 2015. Un dîner, appelé Fondation, est organisé au ministère de l'économie. C'est le secrétariat d'Emmanuel Macron à Bercy qui envoie les invitations. Notre témoin, qui faisait partie de l'équipe, s'y rend sans se douter qu'il va participer à un dîner décisif. C'est un dîner avec une vingtaine de personnes. Donc il y a Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron, des salariés de McKinsey, des membres du cabinet d'Emmanuel Macron. On y retrouve aussi quelques dirigeants d'entreprises et des dirigeants de think tanks politiques. D'abord, Emmanuel Macron a introduit un peu la séance en expliquant qu'il réfléchit à son avenir, tout simplement. C'est quand même, là, ça devient assez marqué qu'on est en train de parler de l'avenir d'Emmanuel Macron. Et Brigitte Macron, elle explique notamment qu'elle croit que son mari a un rôle pour la France à jouer, qu'il faut lui faire des propositions ambitieuses. Et là, à ce moment-là, vous vous dites quoi? Je me dis, maintenant, j'ai compris. Donc là, c'est à ce moment-là que tout devient plus clair sur le fait que, en fait, Emmanuel Macron a constitué de manière plus ou moins formelle, des équipes autour de lui pour travailler à son avenir. Interrogé sur la participation de certains de ses salariés, ils répondent « McKinsey reconnaît pleinement le droit de ses collaborateurs à prendre part, dans le respect de la légalité et à titre personnel, à des activités civiques et politiques. » Et comme ce qui les intéresse, c'est l'économie des pays, qu'est-ce qu'il faut faire pour maîtriser l'économie d'un pays? Il faut désorganiser le système de la natalité. Il faut désorganiser la démographie. Il a bien dit. Les mots qu'il dit sont très importants. Démographie, fécondation, et etc., etc. Et il dit, je fais ça depuis longtemps. Et je vais toujours continuer à faire ça pendant toute ma vie. C'est quoi lui fait depuis longtemps et c'est quoi il fait depuis toute sa vie. Ce serait une castration chirurgicale. Les autres, il faudrait les stériliser sans qu'ils le sachent. Pour atteindre les objectifs qu'il faut atteindre, c'est ça qu'il faut atteindre. Il faudrait une immunostérilisation de masse qui soit présentée comme autre chose. Il n'y a pas d'autre solution. Il faudrait une immunostérilisation de masse qui soit présentée comme autre chose. Si possible, en jouant sur les leviers de la bienveillance et de la solidarité. C'est pas quelque chose qu'il faudrait pas utiliser, mais ça devrait être présenté comme ça, mais il faudrait surtout pas dire que c'est une stérilisation. Surtout pas. Et pour ne pas dire que c'est une stérilisation, il faudrait que ça fonctionne lentement. Il faudrait que ce soit une immunostérilisation qui prendra effet sur une demi-douzaine d'années minimum, vous voyez, pour que vraiment la fécondité baisse, qu'on ait des femmes qui n'aient plus leurs règles ou qui aient leurs règles complètement déstructurées, complètement déréglées. Et puis des hommes, pareil, qui soient de plus en plus stériles, avec leurs testicules qui produisent de moins en moins de spermatozoïdes. Mais pour pouvoir le dénier, parce que vous avez compris que le déni plausible est essentiel, si vous voulez vraiment tuer 7 milliards de personnes, ou en tout cas faire en sorte que à l'horizon 2100, il n'y ait que 1,5 milliard de personnes sur Terre, il va falloir un déni plausible. Donc, à travers ce que vous venez d'entendre, je vous ai laissé écouter, je vous ai traduit simplement ce qu'il a dit pour que tout le monde comprenne. Mais derrière le message, le discours subliminal, le discours caché que beaucoup ne peuvent pas comprendre,
c'est que Chakadjan est en train de vous parler de l'eugénisme. L'eugénisme, là, c'est quoi? C'est un grand mot français, mais pour ne rien dire. Ça veut dire, c'est l'ensemble des techniques. On prend les gènes des hommes, c'est-à-dire les cellules de l'homme, on les étudie. Et puis, on prend aussi des aspects biologiques de l'homme. Et puis, on tient compte de certaines pratiques de la science. Et puis, on détermine les conditions pour procréer. On décide de contrôler la fécondation humaine, la fertilité humaine. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait une sélection de ceux qui sont aptes à vivre et de ceux qui sont impropres, malsains à la vie. Et leur objectif, c'est quoi? Pour eux, ils veulent améliorer la race humaine. Mais dans cette science-là, ils se sont rendus compte que dans certains pays comme en Afrique, beaucoup d'êtres humains vivent et leur vie est égale à la mort. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se débarrasser de ces personnes. C'est pourquoi, si vous vous souvenez très bien, c'est ces mêmes groupes-là qui se sont cachés pour faire les premières expériences des vaccins du corona sur nos populations au Congo RDC. Il y a un grand chanteur congolais, il s'appelle MG. Je prends son nom comme ça, vous comprendrez. Maître G, si vous voulez, vous allez comprendre bien. Lui-même, il avait été invité. Lui, il a dit, vrai, je ne peux pas me mettre dans ça. En fait il m'a invité... Arrête de dire tout le monde t'invite, c'est pas possible. Big Gates t'a invité. C'est fou, hein. Parfois, je veux pas dire les choses parce que ça fait prétentieux ou quoi. Ouais. Mais je t'assure que Bill Gates il t'a invité. M'a invité au Georges V, j'étais à Marrakech, il m'a envoyé un jet privé. Bill Gates. Fucking Gates. Il m'a invité. Mais pour quelle raison? T'étais en contact avec lui? Je t'explique. J'étais pas en contact avec lui. Tu sais, lui, il est dans les bails de la santé maintenant. Ouais. Donc, il m'appelle. Moi, au début, je pense que c'est une blague, et donc il m'appelle pas en direct. Il passe par... si tu veux, il est implanté partout, il a des associations partout, en Afrique, il a des groupes, etc. Donc, c'est un groupe du Congo qui m'appelle. Le groupe de la fondation Bill and Melinda Gates. Ok. Donc là, maintenant, il veut éliminer le DT polio, il veut vacciner tout le monde au Congo. Il t'a appelé pour ça? Donc, il lui faut une tête de gondole, il lui faut une égérie. Incroyable. Donc, Monsieur Gates m'envoie un jet. Donc, j'arrive au Georges V. Moi, je crois que c'est une blague. Jusqu'à ce que le jet soit sur le Termac à Marrakech, je comprends que c'est sérieux. Je rentre dans le jet, tout ça. C'était un jet de fou, c'était le jet que tu prends toi? Jet de fou, un 16 places. Ouais, toi. Non, toi, tu prends ça? Je prends parfois, ça m'arrive, tu vois pas. Parfois, d'accord. Bref, un 16 places, je suis tout seul dedans, j'arrive. Ça me dépose à Paname. C'était quelle tenue, là? Que t'avais adopté pour Non, là, j'étais tranquille. T'arrives pas en short comme ça? Non, j'étais pas en short. Tu le respectes, Bill Gates. J'étais... Bon, il faisait froid déjà, c'est la période de toi. J'arrive, Georges V, boum. On m'indique la direction. Je marche, j'arrive vers une salle de réception de l'hôtel que je connaissais pas, alors que l'hôtel, je le connais. Bah, je dis, mec, FBI, CIA, Men in Black. Je dis, mec, vraiment, tu vois, dans Jason Bond, dans New York Unité Spéciale, t'as capté ou pas? Bien sûr. Ils sont là, ils se montrent comme ça, Kims LR. Là-bas. J'ai capté Kims LR. Kims LR. J'ai dit, ok, je capte l'anglais. Là, j'ai capté l'anglais. Avec la CIA, j'ai capté. Bref. J'ai compris. La porte est s'ouvre. Là, t'es toujours tout seul en ce moment. Là, je suis tout seul. Dès que le mec, la CIA dit Kims LR, la porte s'ouvre. Lumière. Je vois maintenant une table ronde. Je vois un bouc comme ça, un mec au loin posé comme un pose. Charisme! Kawaf. Tu sais qui? Une dame à côté, debout comme ça, on dirait Jeanne d'Arc. T'as capté? En fait, une scène de franc-maçon. T'as capté ou pas? Vraiment. Dinguerie. Très sombre. J'ai vécu la scène, je suis rentré comme ça, j'ai dit, c'est quoi ça? Lumière dans ma gueule. Je vais les poser comme à cette table ronde. Tes mains, la table en marque bizarre avec de l'or, des trucs. C'est-à-dire, il a ramené lui-même la table de, je sais pas d'où il l'a ramené. Là, tu te situes un peu ou pas du tout? Maintenant, Bill Gates, il se lève. Ah. Ralenti, vraiment une scène au ralenti. Kims LR. Kims LR. Il arrive vers moi, il me serre la main. Non. Je lui serre la main, ça s'assoit, tac, machin, et s'assoit. Là, tu genre tout est normal ou tu... Là, je comprends que t'es en train de briller, ouais. Ok, je suis avec Bill Gates, on est en train de les pas. Je suis avec Bill Gates. T'as fait la même chose là quand t'es rentré ici? Bill Gates, c'est le milliardaire de... On le connaît depuis la CM2, je connais Bill Gates. Quand t'es rentré dans la voiture, t'as fait la même chose? Avec toi? Ouais.
Donc, tac, j'arrive, bam, 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 gate, bam, tête de triangle, tac, il arrive. Serre la main, commence à me raconter le projet. En quelle langue? En anglais. Là, tu comprends. Mais il oublie que je comprends l'anglais, mais tranquille. Ouais. Il commence à parler comme, tu vois, TV5, tu sais, des trucs des informations qui arrivent, là. BBC, tout ça. DRC, whatever, speak, alors, I don't think, non, moi, je suis là, je commence, 1 heure, il parle. Je peux pas le couper, c'est gate. Je peux pas le couper. Tu fais semblant de comprendre. Je peux pas le couper, je fais semblant de comprendre. Je comprends que les mots-clés, tu vois. Africa, Congo, Gims. DRC, Gims, Poli, tu vois, cash, je comprends dollar, je comprends zingué, l'oseille. Ah, ok, il parle d'oseille. Maintenant, tac, ça s'arrête. Bon, il y a la traductrice à côté qui traduit un petit peu quand même. Un petit peu. Et donc, je lui parle aussi, etc., etc., etc. Et je comprends que là, il veut m'utiliser pour vacciner une full-up de monde au Congo. Mais c'est sérieux, quand même. Mais c'est sérieux. Mais maintenant, je sais qu'il a des casseroles de fou. T'as capté ou pas? Ça me parle de l'affaire Epstein, ça parle de je sais pas quoi. Je dis, c'est quoi le délire? À la base, moi, je suis dans une hype. Je viens serrer la main du gars de Microsoft, le gars qui nous a branché avec Internet, bordel de merde. T'as capté ou pas? Pour moi, je suis dans celle-là. Et là, le piège se referme. Lui me ramène dans vaccin, machin, Congo. J'ai vu les ténèbres. C'est vrai. J'ai vu les ténèbres devant moi. J'ai posté la photo avec lui. Il fallait voir les commentaires en dessous. Ils ont des programmes. Il y a un autre qu'on appelle BL. Non, BG. On peut parler de Billy the Kid si vous voulez. Voilà. Là, on se comprend comme ça. Billy the Kid, aujourd'hui, il a quitté l'informatique pour se retrouver à vouloir gérer aujourd'hui le destin de l'humanité. Aujourd'hui, on crée des vaccins qu'on essaie sur des populations humaines. Et tout ça, quand tu leur demandes pourquoi vous faites ça, non, on veut améliorer la race humaine. C'est ça, chaque agent dit lui là. Il dit lui, il est dans ça et il va passer toute sa vie dans ça. Mais qu'est-ce qui nous a permis? Qu'est-ce qui nous a permis de savoir vraiment que ce qu'il dit là, c'est vrai? Ce qu'il dit que c'est vrai là. Ce qui nous a permis de savoir que c'est vrai, le 23 juin 2022 à 18h36, il y a un document d'agence Ecofin qui est sorti. Et quand tu lis ces documents-là, tu dis, donc, ce qu'il disait là, si tu sais faire les liens, tu comprends bien. Coté à la bourse de New York le 21, en février 2021, le véhicule d'investissement Freedom Acquisition One Corp, lancé par Tidjam Thiam et ses associés Adam Ginshen et Abhishek Bhatia, envisage de fusionner une entreprise américaine de séquençage du génome humain dénommée Human Longevity. Ils ont lancé une entreprise. Ils vont utiliser les cellules humaines, les chromosomes humains, pour faire des études de séquençage du génome humain. Ils ont appelé leur compagnie là Longévité humaine. Le projet de fusion annoncé par voie de communiqué le 20 juin 2021 devrait, s'il est confirmé, se traduire par la création d'une entreprise combinée, cotée en bourse et valorisée à environ 1 milliard de dollars. Edward Zeng, le vice-président de Freedom Acquisition One Corp, a indiqué à la suite de cette annonce de fusion de la société est bien placé pour aider Human Longevity à assurer une croissance et une échelle à long terme. À sa suite, l'ex-banquier franco-ivoirien Tidjam Thiam a reconnu que l'équipe de direction de l'entreprise de santé américaine était parvenue à construire la principale plateforme sanitaire basée sur l'intelligence artificielle aux États-Unis avec la possibilité de la développer à l'échelle internationale. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont commencé là. Thiam même reconnaît qu'avec aujourd'hui l'appui de l'intelligence artificielle, ils vont contrôler la fécondité, ils vont contrôler les génomes humains, ils vont contrôler à travers des plateformes sanitaires, ils vont prendre la couverture d'aider l'humanité à travers la médecine, ils vont inclure l'intelligence artificielle
pour développer cela, puisqu'ils ont déjà fait ça aux États-Unis, ils vont reprendre ça dans les pays pauvres et partout dans le monde. L'ex-patron du Crédit Suisse, entre 2015 et 2020, s'est dit enthousiaste à l'idée de s'associer avec l'équipe de Human Longevity, alors que l'entreprise continue de développer son activité à l'échelle mondiale. Ce projet de fusion intervient plus d'1 an après l'introduction sur la bourse de New York du véhicule d'investissement Freedom. Cette société, constituée dans le but d'identifier et d'acquérir les opérations d'une entreprise attrayante, avait souligné en mars 2021 son intention d'investir dans une société dite e-santé, E-santé, en Amérique du Nord. M. Thiam avait à cette époque expressément signifié que Freedom envisageait d'acquérir une plateforme de télémédecine sur laquelle elle pourrait greffer les services comme l'assurance santé, le suivi médical et les soins hospitaliers. À travers cette opération, Human Longevity devrait obtenir des financements qui serviront à soutenir son expansion et celle de ses cliniques aux États-Unis et à l'étranger. L'entreprise fondée en 2013 par Dr. J. Greg Venter, présenté comme le pionnier de la génomique, devrait également renforcer sa technologie en matière de détection précoce des maladies critiques et de la prolongation de la durée de vie de la vie humaine. Human Longevity, qui affirme avoir investi depuis 2013 à ce jour plus de 500 millions de dollars en recherche et développement, prévoit également de réaliser une percée dans les soins de santé pour prédire les risques liés aux maladies et prolonger la durée de la vie humaine. Après la clôture de la transaction, Tidjane Thiam rejoindra le conseil d'administration de Human Longevity. La finalisation de ce projet est annoncée pour le premier trimestre de 2023. Elle est conditionnée par l'obtention d'un ensemble de conditions suspensives, dont l'accord des actionnaires des deux entités. Ce qu'on vient de vous dire là, c'est beaucoup de Français. Ça veut dire, ils ont déjà tout planifié aux États-Unis. Ils ont déjà fait toutes les expériences. Que non, eux vont chercher, ils disent non, eux, à travers la médecine, eux vont chercher à détecter les maladies, mais surtout, ce qui est faux et qui n'a jamais été fait, eux vont chercher à prolonger la durée de la vie humaine. Ils vont étudier le génome humain. Et derrière tout ça, ils vont contrôler les naissances. Ils vont essayer de modifier le fonctionnement biologique des corps pour freiner la fécondité dans les pays où eux ils estiment que les hommes ne sont pas suffisamment aptes à la vie. Voilà derrière ce gros français ce qu'ils sont en train de cacher. Et donc, comment ils procèdent au contrôle des naissances ou bien même au contrôle de la fécondité? On va vous donner quelques exemples. L'un des programmes, ce sont des stérilisations contraintes. Ça veut dire qu'on va forcer les femmes à la stérilisation. Ça veut dire quoi? On va forcer les femmes à ce qu'elles ne puissent pas avoir d'enfants. Et c'est bien écrit dans le lien que j'ai mis. Des programmes de stérilisation contrainte ont été mis en place par plusieurs États, souvent sous l'influence des théories eugéniques. Vous voyez? Pour eux, tout le monde ne doit pas vivre. Seuls ceux qui sont aptes et ceux qui remplissent les critères qu'eux ont décidés là. Parce que c'est le beau côté qu'ils vous disent, mais le côté malsain qu'ils ne vous disent pas. C'est là qu'ils réalisent leurs intérêts. Comment effacer? Tidjane Thiam est dans le plan des francs-maçons pour diminuer la population mondiale. Pour vous dire simplement les choses. C'est un plan des francs-maçons de diminuer la population mondiale à 1 million de personnes. Et il est dans le jeu là. Le Japon et les États-Unis furent les premiers à le faire, suivis par la Suède, l'Allemagne nazie, jusqu'au Pérou d'Alberto Fujimori à la fin du 19e siècle. De tels programmes sont imposés à certaines catégories de population, qui, dans le cadre des théories eugéniques et parfois racistes, sur des prétendus risques de dégénérescence raciale, sont stérilisés contre leur gré, parfois à leurs insus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces hôpitaux dans lesquels Tidjane Thiam et autres investissent, et qu'il va déporter en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle les stérilisations
Est-ce que ce sont les riches qu'on va stériliser? Non. Est-ce que ce sont les puissants qu'on va stériliser? Non. C'est tout ce qu'on considère comme pauvre. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend l'économie, on met des standards pour dire celui qui ne gagne pas 1000 francs par jour est un pauvre. Et on décide que quelqu'un qui ne gagne pas 1000 francs ne mérite pas de vivre. Et donc, qu'est-ce qu'on leur fait? On stérilise ces personnes-là sur ces bases raciales et sur ces bases qui ne sont pas justes, en disant que, puisque toi-même ta vie est une misère, tu ne gagnes pas ta vie correctement, l'enfant que tu vas mettre au monde là, tu vas créer encore, tu vas agrandir les conditions de la misère. Donc, on appelle ça la dégénérescence raciale. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On a vu ça aux États-Unis, on a vu ça au Japon, on a vu ça en Suède, on a vu ça en Allemagne, l'Asie, on a vu ça au Pérou. Tous ceux qui seront dans ce canevas économique, quand tu vas à l'hôpital là, on va te stériliser sans même demander ton avis. Et c'est ça que Tidjanta n'a pas le courage, c'est ça, c'est son programme économique et social qui est là. Quand il parle de la maîtrise de la fécondité est quelque chose de naturel. Même l'homme même en qui ça ne décide pas. Mais si eux ils ont étudié, séquentialisé le génome humain, c'est pour pouvoir maîtriser tout ça. Et puis maintenant l'imposer dans nos hôpitaux. Toi tu es pauvre, c'est toi qui viens faire enfant. Comme on t'a pas encore eu là, viens à l'hôpital. Quand tu vas venir là, tu avais Djokwadjo non, mais tu vas ressortir stérilisé. Tu ne pourras plus faire d'enfant. Et ils vont faire ça contre les grés des populations, souvent même à leur insu. Ces programmes eugénistes ont été réalisés souvent sur des personnes de couleur, des personnes avec des handicaps mentaux, des homosexuels, ainsi que sur des criminels, des toxicomanes, des prostituées, voire des personnes de classe populaire. Et donc, dans les pays comme le Japon, les États-Unis, la Suède, l'Allemagne et le Pérou et autres là, et souvent, en Afrique du Sud aussi, le docteur de la mort a appliqué ça sur les Noirs. Quand on va dans les hôpitaux, quand tu es une prostituée, on dit, toi, c'est Pocléa, tu aimes, non, il n'y a pas de problème. On fait ça, c'est fini. Tu vas vivre Pocléa toute ta vie, tu ne vas même pas savoir ce qu'on appelle enfant. Toi, c'est toxico, tu es devenu un addict, un accro. On dit, toi, tu ne sers à rien. On te stérilise. Tu es un criminel. On dit, toi, là, non, tes gènes, là, ça peut se transmettre. Tu vas créer des criminels. On va te stériliser. Toi, tu es Woubi. On dit, toi, là, toi, tu ne connais pas femme. Tu ne sais pas ce qui est bon. Tu es devenu Woubi. Toi, là, tu ne serviras à rien dans la société. Va-moi. Toi, tu es né, tu as demandé à tort. Ou même ta tête, là, c'est gondolé, c'est penché. On dit, toi-même, tu es un homme déjà façon, comme Burkina, façon. Donc là, on n'a qu'à faire vite. Et posez-vous la question. Depuis quand vous avez rencontré un blanc qui est fou? Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas, hein. Mais souvent, on les élimine. Souvent, on les élimine rapidement, au frais, au silence. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Si tu vois un blanc qui est ton comme enfant serpent là, c'est que un, ça les a surpris. De deux, ils gagnent jetons dans ça. Sinon, ils ne vont pas garder. Sinon là, c'est pas parce qu'il n'y a pas fou chez eux, c'est pas parce qu'il n'y a pas de chez eux. Ils éliminent ça vite. C'est nous le nom, on garde ça. On dit, on ne sait pas, peut-être que Dieu va devenir quelqu'un. Et surtout sur les classes populaires. Bon, tous ceux qui écoutent le direct là, il y a combien qui sont de la haute classe parmi nous? Dans les pays où ça a été déjà pratiqué là, aux États-Unis, au Japon, en Suède, les nazis en Allemagne, au Pérou là, c'est sur les populations comme nous autres là qu'ils ont fait ça. On dit bon, comme économiquement parlant, Mackenzie a décidé que quelqu'un qui ne gagne pas 500 € dans l'année, toi tu es un pauvre. Donc appliquez sur eux. On va contrôler leur fécondité. Et puis c'est fini pour vous. Maintenant, si on fait ça en douce, à ton insu, que tu n'aimes pas là, on te bras et puis on te fait ça. On appelle ça la coercition reproductive. Ils te font ça, colo, et puis ça ne va pas quelque part. Parce qu'ils ont déjà pris le contrôle de ta vie. Et quand ils font ça, ça leur permet de maîtriser l'économie. Et donc, il y a 3 méthodes de stérilisation. On peut vous stériliser par la chaleur humide. On peut vous stériliser par la chaleur sèche. Comme on peut vous stériliser par l'irradiation et l'oxyde d'éthylène.
Donc, si vous partez sur Google, vous tapez, vous allez voir les détails là-bas. C'est dans ça, là, Chaka Dian est. Et quand il parle, tu as l'impression qu'on a fait un saint. Mais ça, il était important que nous le disions aux uns aux autres. Mais encore, pour aller plus loin, pour les garçons, il y a la castration qui est là. La castration, ça, c'est encore parmi leurs méthodes. Il y a les avortements obligatoires. Il y a aussi des implants qui vont mettre dans vos gènes, dans vos corps. Il y a des pilules. Ils vont rendre ça très efficace. Ils te disent, non, il faut prendre ça. Une fois que tu as pris la pilule, toi, tu ne vas plus avoir enfant encore dans ta vie. Ça va désorganiser toute ta fécondité. Il y a des injections hormonales. Ils ont déjà créé tout ça. Des injections par hormones. Une fois que tu te fais ça là, ça bouleverse le fonctionnement de tout ton corps. C'est fini. Et il y a l'introduction des agents chimiques dans les médicaments et les aliments. Vous qui aimez prendre les choses cadeau. Ils sont venus, on dit, à séance de diffusion des médicaments dans notre village. Après encore, on dit non, on doit manger ici gratuitement. Continuez à prendre. Ce que vous ne savez pas là. On met des produits chimiques dedans. Dans les médicaments là, comme dans les aliments qu'on vous donne là. Ce n'est pas du tiers cadeau. C'est fini pour toi. Exemple aux États-Unis. Quand les gens cherchaient le médicament de la syphilis, les Noirs là, ils ont construit de grands hôpitaux. Ils ont construit plein de logements sociaux à côté. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'était les Noirs et puis les Spanish. Surtout les Noirs. On dit non, vous voyez, quand l'hôpital est proche des populations, ça fait que le problème de transport n'est plus un problème. Donc, ça rend facile la chose et vous venez et puis on vous soigne facilement. Les gens disent c'est vrai. Hein? Ils disent même comme c'est comme ça là même là. C'est pourquoi on a diminué même le coût de la maison. Là comme ça là, vous allez proche de l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Même des nouveau-nés, les gens leur ont inoculé volontairement les virus de la syphilis. Ils ont étudié ça à tous les niveaux. Les enfants de ceux qui sont partis se mettre dans ces maisons moins chères, près des hôpitaux, et puis on leur donne la nourriture cadeau là. Les États-Unis ont fait l'expérience de la syphilis sur ces personnes-là, de l'état des nouveau-nés jusqu'à l'âge de la vieillesse, pour trouver les résultats qu'ils voulaient. Donc vous qui vous promenez chaque jour, on dit il y a distribution gratuite de poulet là-bas, là. Il y a distribution gratuite de médicaments, on est venu, c'est vous là. Vous allez partir dans les trucs comme ça. En vérité, c'est le loup qui se cache dans un habit d'agneau. Parce que l'eugénisme, c'est quelque chose qui est extrêmement inhumain, dangereux. C'est une violation des droits fondamentaux même des humains. Parce qu'on n'a pas le droit de contrôler la fécondité d'une personne. Et on n'a pas le droit d'imposer un schéma de reproduction. Et en faisant cela, Chaka Dian et sa bande ne savent pas. Mais chaque être humain important, ça va bouleverser la diversité génétique. Et ça va perturber artificiellement des millions d'années d'évolution de l'espèce humaine. Et donc derrière ce discours-là, ceux qui soutiennent Chaka Dian, mais qui n'ont pas le courage de lui demander qu'est-ce que Chaka Dian cache réellement là. Voilà un autre côté qu'on vient de vous présenter aujourd'hui. Allez demander à Chaka Dian et à ses partisans, est-ce qu'eux-mêmes ils avaient réfléchi sur ça? Est-ce qu'ils savent à qui on a affaire? Est-ce qu'ils savent si Chaka Dian compte? Si moi je vole un poulet de suite là, j'ai dit, c'est un direct en prison. Mais Chaka Dian a détruit la banque suisse. Chaka Dian a détourné les économies des gens ici. Chaka Dian a créé des sociétés imaginaires fictives. Mais il est là, il ne va pas en prison. Ça veut dire, il y a une nébuleuse qui est là pour le protéger parce qu'il fait le boulot de cette nébuleuse-là. Vous allez appeler ça comme vous voulez, franc-maçonnerie, ordre, tout. En tout cas, ce sont des gens qui sont sélectionnés. On dit que ce sont des grands intellectuels. Mais on a vu des grands intellectuels être des grands cons, comme Franklin Nyamsi. C'est pourquoi Tidjane Thiam l'a demandé-vous. Depuis que vous le connaissez, là, il a rendu service à qui? Il rend service à ses maîtres.
mais il ne rendra jamais service à l'humanité. Et il a déjà signé son pacte. C'est pourquoi il vous dit, jusqu'à la fin de sa vie, il va continuer. Maintenant, si ce qu'on a dit, ça ne te plaît pas, il ne faut même pas écouter. Si maintenant, tu penses que ce qu'on a dit, c'est vrai là, en tout cas, on a mis toutes les preuves que vous pouvez vérifier. Et je crois que c'est assez clair. On nous a tous appris qu'il fallait limiter les naissances. Mais on ne nous a jamais dit pourquoi il fallait limiter les naissances. Et vous voyez que ce débat revient de plus en plus. Moi, je vous dis, du haut de toutes les grandes études que j'ai faites, et après avoir vécu 22 ans en Europe, en Suisse notamment, que l'Afrique est un continent sous-peuplé. Et je considère que l'Afrique doit continuer à peupler sa terre. Parce que c'est ça qui fera la force de l'Afrique. Quand un soi-disant intellectuel le dit, ça peut paraître suspect. Parce qu'on a l'impression de sortir du moule. Mais justement, on nous a mis dans un moule qui ne convient pas à nos besoins de développement. Moi, jeune, je me demandais toujours, mais pourquoi les Européens ont réussi à nous coloniser? Parce que bon, on voit toujours l'Afrique. C'est des grandes surfaces, on voit toujours beaucoup de population. Et on pouvait se dire, mais comment ces gens-là peuvent faire 3 000, 4 000, 5 000 kilomètres, venir en minorité et nous développer? Bon, il y a une dimension qui ne sort pas dans nos livres d'histoire. Mais en 1900, il y a un siècle, en Afrique, on était 140 millions. Que 140 millions. C'est presque la moitié de la population du Nigeria actuellement. Et c'est toute l'Afrique. On n'était que 140 millions. Et en 1900, la toute petite Europe était à 420 millions d'habitants. Ça, il faut le raconter à vos enfants pour qu'ils comprennent que ce n'est pas parce qu'on était faible et paresseux, parce qu'on avait une puissance démographique dans un petit territoire qui était en conquête. Ils étaient 420, on était 140 millions. Donc en 1900, l'Europe était 3 fois plus peuplée que l'Afrique. Maintenant, si on fait une projection, dans une génération, en 2050, nous serons 2,5 milliards. Bravo, moi je fais partie de ceux qui applaudissent. Bravo. Et l'Europe sera à 525 millions d'habitants. On sera 7 fois plus nombreux qu'eux. Maintenant, pourquoi il y a ce discours européen sur la limitation des naissances? Parce qu'ils ont compris un trait d'histoire particulièrement important, que les grandes puissances peuvent s'appuyer sur énormément d'autres arguments, mais le premier argument de la puissance d'un pays, c'est sa démographie. 100 millions d'habitants, 100 millions d'habitants dans toute l'Afrique en 1900. À l'époque, l'Europe, c'est 400 millions, grosso modo. Aujourd'hui, c'est 1,5 milliard. Demain, 2 milliards. En 2050, 2,5 milliards d'Africains. En un siècle et demi. Et nous, on n'a pas bougé. Exactement. Et nous sommes restés à 400 millions. Donc, le rapport de force s'est inversé. Il y avait 4 Européens pour un Africain. Il y a désormais 4 Africains pour un Européen. Dernier élément, quand il y avait 4 Européens pour un Africain, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons colonisé l'Afrique. Quand il y a désormais 4 Africains pour un Européen, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique colonise l'Europe. Donc qu'on ne vienne pas nous faire croire qu'on est surpeuplé. Il y a une certaine peur, une certaine angoisse des nations qui ont déjà dominé le monde avec cette puissance démographique, de voir que la balle est en train de se retourner et que demain, eux seront la position du plus faible. Et je terminerai sur cette question en disant quelque chose qui vient de mes observations. On nous fait croire qu'en faisant beaucoup d'enfants, nous aurons des problèmes. Pourquoi? Parce que l'Européen, l'Américain, quand il voit un enfant né qui est en Afrique, il ne voit pas l'enfant. Il voit la bouche de l'enfant. Il voit l'enfant à nourrir. Il voit les charges supplémentaires. Et il ne veut pas avoir de charges supplémentaires. Mais quand le même Européen ou l'Américain voit un enfant américain ou européen naître, il ne voit pas la bouche de l'enfant. Il voit le cerveau de l'enfant capable de créer des richesses pour faire développer son pays. Donc l'enfant africain est une bouche, l'enfant américain ou européen est un cerveau capable de créer des richesses. C'est à nous de changer ce paradigme pour dire que nous pouvons être pauvres et être en manque de moyens, mais nous voyons en nos enfants des potentiels qui régleront les problèmes de demain. Et l'Europe et l'Amérique ont peur de tous ces éléments. Donc c'est à nous de réorganiser le paradigme. Maintenant, la question de faire le nombre d'enfants, c'est une question personnelle, mais dans nos politiques de population, dans nos politiques de développement, nous devons tenir compte du fait que la puissance démographique vous donne une puissance dans le monde d'aujourd'hui.